et de la connaissance astrologique. Une autre voie de la connaissance alchimique aussi, c'est ce qu'on appelle la cabale phonétique, c'est-à-dire que par le son, ou comme on fait par la voie de la dévotion ou les prières, transformer le monde, puisque c'est ce qui est intéressant. Alors, la transformation se fait par le ciel des étoiles, c'est-à-dire par le passage du temps. Elle peut se faire par la transformation alchimique, comme on vient de parler précédemment, mais elle peut aussi se faire par la voie du son, la parole perdue des francs-maçons ou bien d'autres formes de prière. Maintenant, je vais vous aborder le grand œuvre. Le but de l'alchimie, c'est de transformer la matière dans le sens inverse de la création. Ce n'est pas forcément une diablerie, mais simplement on va de la lumière à la matière, c'est-à-dire c'est une matière qui se densifie. Simplement, on va dénouer tout ce qui est, disons, falsifié, puisqu'on n'est plus au temps ancien, on n'est plus dans le jardin d'Adam où tout était pur, enfin le premier jardin d'Adam. Donc, il est nécessaire, les alchimistes trouvaient, pour certains, bon, je ne sais pas s'il y en avait qui ont eu des déviances, ils trouvaient qu'il était nécessaire de remettre les choses en place. C'est ce qu'on devrait essayer de faire avec l'écologie. La lumière traverse la forme. L'alchimiste, pour être alchimiste, il est demandé d'avoir la réalisation et d'unir le corps, l'âme et l'esprit, c'est-à-dire le soufre, le sel et le mercure. Alors le sel, c'est ce qui va être mis dans la matière. Pour transformer la matière, il y a deux systèmes. On met du feu, soit on fond un métal, soit si on a un corps un peu moins dense, comme une plante, on va mettre du soufre pour rendre l'eau et du sel. Alors le sel correspond au corps, le soufre correspond à l'âme. Disons que l'âme, elle doit faire le pont sans arrêt entre le ciel et la terre, donc elle est agitée. La lumière en elle-même est immobile. Donc dans la création, il faut que la lumière puisse traverser la matière pour lui rendre ce mouvement d'immobilité. C'est comme dans l'amour, quand on est aimé, on se sent bien, on se sent immobile, on se sent tranquille. C'est pour ça que la lumière, l'amour font partie de la création, font aussi partie de l'œuvre alchimique si elle est bien faite, si ce n'est pas des apprentis sorciers. On immobilise donc la matière, c'est-à-dire pour la purifier, puis la lumière externe pénètre dans la matière. La lumière détricote cette matière et la retransforme en lumière. Alors, il existe plusieurs voies, ce qu'on appelle la voie humide, la voie sèche et la voie royale ou lumineuse. Alors, les voies ne sont pas permises à tout le monde. La voie humide, c'est on part d'un corps, on enlève toute l'eau. Donc, on va mettre soit un sel, soit on va passer au feu. La voie sèche, c'est simplement qu'on accélère le dessèchement. Et la voie royale, c'est uniquement pour les personnes qui ont une grande réalisation et qui peuvent modifier par la voie de la lumière. On en parle très peu dans les manuels d'alchimie. En général, c'est gommé, même lorsque vous lisez les livres de cet alchimiste célèbre actuel, Patrick Burenstenas, qui fait un grand travail sur Chartres, enfin dans toutes les cathédrales. Mais bon, il y a toujours des petits points dans lesquels il y a des points de suspension, c'est-à-dire il vous dit une chose, comme tous les alchimistes, comme pouvait dire Eugène Cancelier par exemple, et puis après il y a tout le reste que c'est soit à travailler soi-même, soit à compléter par rapport à la connaissance si on veut accéder à autre chose. Mais il n'est pas facile de devenir alchimiste. Donc, dans la première œuvre, qui est l'œuvre du passage du noir au blanc, on décompose la matière première,
C'est ce qu'on appelle couper la tête au corbeau, c'est-à-dire on a un corps, on va le chauffer par exemple, et il va devenir de plus en plus noir, de plus en plus foncé. Et finalement, c'est comme si on avait une machine à laver, on fait tourner une machine à laver, mais le linge est à moitié lavé. D'un côté, vous avez le linge qui est un peu sale, de l'autre côté, vous avez du linge qui est encore un peu blanc. Donc il faut continuer, c'est-à-dire à continuer à purifier et continuer à blanchir. Alors dans les étapes de l'œuvre, quand vous voyez le lion vert, il concerne la première œuvre, c'est-à-dire vous voyez souvent un lion tout vert en train d'avaler le soleil. C'est disons que la lumière rentre dans la matière. Dans la deuxième œuvre, donc qui est l'œuvre qui va passer de plus en plus la purification, ce linge va être de plus en plus propre et il va apparaître dans la matière, il va apparaître des cristaux qui vont blanchir de plus en plus et qui vont devenir de plus en plus blancs, de plus en plus transparents. Mais l'œuvre n'est pas complète, il faut continuer encore. Et on continue à chauffer ces cristaux, ils deviennent de plus en plus purs et la couleur devient rouge. Et là, vous avez la formation, comme on voit par exemple, si vous avez vu, par exemple, sur Internet, les œuvres alchimiques, vous voyez par exemple dans le creuset, lorsqu'ils extraient par exemple l'antimoine avec tout ce qui a été travaillé, vous avez une étoile au milieu, vous avez une grande étoile et au milieu vous avez une pierre rouge. Ça c'est la pierre philosophale, c'est-à-dire c'est un gros cristal rouge. Alors logiquement, l'alchimiste qui a fait cette réalisation doit un peu casser cette pierre ou ce cristal et doit le manger afin d'atteindre l'immortalité. Alors bon. Ça va être très dur. Ouais. Il est bien dit que si on n'est pas prêt à manger le cristal, il se passe des choses très désagréables pour la personne, c'est-à-dire qu'elle est habitée par quelque chose, il n'y a pas correspondance entre ce qu'elle vient de faire et ce qu'elle a absorbé. Ce qu'elle n'arrive pas à absorber. Normalement, quand on est considéré devenir alchimiste, on est considéré comme avoir acquis la philosophie ou la sagesse. Mais pas la philosophie des anciens Grecs qui était de connaître de la vie comme les épicuriens, même si ce n'étaient pas des êtres débauchés, mais connaître les plaisirs de la vie, tandis que l'alchimiste vit un petit peu en retrait, il doit aussi se décomposer, se recomposer et se lier avec son œuvre. Alors le parallèle entre l'alchimie et l'astrologie. Les plantes, les métaux, c'est ce que l'on travaille pour modifier notre destin. Le soleil, c'est l'or, c'est-à-dire ce qui nous permet de travailler le plus loin dans le thème. La lune, c'est l'argent, c'est déjà le reflet, c'est lié à la couleur blanche, c'est aussi la mer. Et disons, elle concerne aussi le psychisme. Donc il faudra bien faire attention comment les choses sont reçues. La lune est considérée un peu comme un creuset. J'ai pas dit comme un grain, mais comme un creuset, c'est-à-dire un réceptacle. Le Mercure, c'est ce qui permet de faire le tri. La planète Mercure, qui n'est pas la moins chaude, puisque la plus chaude, c'est Vénus, bien qu'elle soit un peu plus éloignée de Mercure près du Soleil. Mais Mercure, c'est celle qui reçoit disons, le plus de lumière. Donc c'est avec Mercure qui est à peu près dans le graphe qui est comme un miroir, qui peut nous permettre de nous regarder, qui nous permet de voir quel est notre reflet. Ensuite, vous avez Vénus, c'est comment nous nous adaptons, comment nous pouvons nous insérer dans quelque chose qui est lié au cuivre, ce métal, qui est un métal assez doux, qui a servi aussi à la fabrication de nombreux bijoux dans le passé, qui est un métal assez malléable et plaisant à travailler. Ensuite, nous avons Mars, le fer,
qui est liée à la couleur rouge. Bon, tout le monde connaît toutes les problématiques de l'âge de fer. Mars étant une planète qui n'est pas considérée comme une planète sacrée, nous avons beaucoup de problèmes parce que tout le côté martial, disons, est encore à purifier. Tous les guerres, les violences, les abus de pouvoir, tout ce côté qui n'est pas forcément masculin, mais dont le monde masculin s'est emparé pendant un certain temps, pendant l'ère du Bélier, et qui est beaucoup à modifier. On dit que le Bouddha est parti dormir sur Mars, et je pense que quelque part il commence à faire un travail parce qu'on en a largement besoin. Ensuite, nous avons Jupiter qui est lié à l'état et à la couleur bleue. Jupiter, c'est l'extension, cette couleur d'étain qui sert à fabriquer des vases, qui sert à travailler, qui donne aussi plus de souplesse et qui donne une certaine fermeté. Ensuite, vous avez Saturne, le plomb, dont la couleur est noire. Saturne, c'est le repère limite de notre temps. Le travail des métaux représente donc la contraction des forces planétaires. C'est-à-dire que lorsque vous avez un souci de santé, par exemple, vous avez du saturnisme, comme il existait autrefois, lorsqu'on faisait, au temps des Romains, on mettait le vin dans des grandes cuves en plomb. Bon, les personnes avaient un problème psychique, avaient un problème au niveau du foie, donc quelque part, on peut dire que la planète peut atteindre beaucoup d'aspects dans le corps et peut atteindre beaucoup disons, de pathologies, mais aussi beaucoup d'aspects psychiques. Quand quelqu'un est hyper saturnien, on peut dire qu'il n'incarne pas beaucoup le Soleil. Donc la planète, le Soleil se désincarne et Saturne s'incarne. Il y a un phénomène de cristallisation. C'est ce que l'on voit aussi dans les vieux manuels d'astrologie. Je vous ai amené une première page que j'ai eue en photocopie parce qu'on ne le trouve pas en poster. Astrologie au milieu. Donc vous avez les représentations planétaires et les représentations des signes zodiacaux dessus qui correspondent. Selon Paracelse, ce qui était alchimiste, médecin spagériste, l'astre est guéri par l'astre. Et il dit, tu ne dois pas dire en ton art, la mélisse est une herbe pour la matrice et la marjolaine pour la tête. Ces propos sont ceux des insensés. Leurs effets dépendent de Vénus et de la Lune. Ce sont des planètes qui dirigent donc certaines, ça oblige à avoir la connaissance de certaines plantes, mais aussi de leur utilisation. Bon, on cueille les plantes à un certain moment de l'année et on les cueille en fonction aussi de la position de Vénus et de la Lune ou d'autres planètes, en général au printemps ou à l'été. Leurs effets, il doit être conjugué donc à la présence d'un ciel favorable. Si tu veux que leur action corresponde à tes intentions, voilà ce que l'erreur qui envahit la médecine. Donc, ça signifiait qu'autrefois on cueillait ou on donnait les plantes à n'importe quel temps, à n'importe quelle heure. C'est pour ça qu'on disait que Paracelse avait un caractère épouvantable et qui s'est fâché et qui piquait des crises de colère à tous les médecins de l'époque. Mais c'est aussi Paracelse qui a influencé Samuel Hahnemann pour l'homéopathie et le docteur Bach pour tout ce qui est élixirs floraux.